Euh, Bonjour, chers apprentis, chers apprenants, orateurs, oratrices. J'espère que vous allez très bien. Alors, l'objectif de cette séquence de vidéos est de vous permettre, n'est-ce pas, de vous rattraper lors du coaching en ligne de l'autre jour. En réalité, j'ai pris un peu de temps ces temps-ci parce que il y a un problème de réseau généralisé en Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui rend le travail des internautes un peu compliqué. Et donc, puisque la connexion est en train de s'établir peu à peu, j'ai décidé de réaliser cette séquence de vidéo afin, n'est-ce pas, de permettre à toutes ces personnes qui n'étaient pas disponibles le jour passé, le jour de la séance dernière, de quand même pouvoir se rattraper parce que très prochainement, nous allons programmer les séances de coaching, n'est-ce pas, pour terminer le mois de mars. J'espère que vous êtes disposés à prendre un temps soit peu note ce qu'il faut faire pour être à jour, être au même diapason, au même niveau d'information que tous les autres orateurs. Voyez-vous, l'autre fois, nous développions euh, une théorie, n'est-ce pas, que j'ai écrit sur la mémoire. Je le disais tantôt, le philosophe Cicéron, l'orateur, le grand juriste romain Cicéron, nous a parlé de 5 composants de l'art oratoire, notamment l'inventio qui est la le fait de trouver plutôt les idées, la disposition qui est le fait, n'est-ce pas, de disposer, d'agencer ces idées. Nous avons l'élocution qui concerne les capacités d'élocution. Nous avons l'action qui concerne la gestion des autres. Nous avons en 5e position la memoria, dont la mémoire. Et à ce niveau-là, moi, en tant que coach en art oratoire et en prise de parole en public, j'ai développé euh, 3, sinon 4, n'est-ce pas, théories concernant la mémoire. Je parle simplement de la mémorisation simple, je parle de la mémorisation intégrale, je parle de la mémorisation partielle, je parle de la mémorisation par suite. Alors la séance passée, nous avions parlé de la mémoria, mais ces théories, nous ne les avons pas évoquées. Voilà, mais aujourd'hui, je vous fais cette séquence de vidéos parce que les autres sont déjà à jour, ils sont déjà au même niveau d'information. Et pour les retardataires, je décide de réaliser cette séquence de vidéos à l'effet de vous permettre, n'est-ce pas, d'être au même niveau que les autres. Donc vous allez prendre rapidement note. Cette séquence de vidéos ne va pas vraiment durer en tant que telle, n'est-ce pas? Parce que nous allons reprendre très bientôt et continuer. Nous parlions de la mémorisation simple. Je n'ai pas développé cela avec les autres, donc je ne vais pas aussi développer cela avec vous. Mais je vais développer 3 théories, lesquelles théories j'ai déjà développées avec les autres. D'accord? Et puis ensemble, lorsque nous allons reprendre, nous allons développer ces théories-là. Je parlais tantôt de la mémorisation intégrale, de la mémorisation partielle et de la mémorisation par suite. Mais la bonne question, c'est en quoi consistent ces théories? En réalité, voyez-vous, lorsqu'on finit de rédiger son discours et qu'on a sur papier, dans son téléphone ou dans son ordinateur, son discours, on va chercher à faire quoi? On va chercher à prendre réellement connaissance de son discours. Et pour prendre réellement connaissance de son discours, on va faire appel à sa mémoire. Le cerveau va nous aider à emmagasiner un tas de connaissances sur notre test, sur notre discours que nous avions déjà rédigé. Donc parlons-en de la mémorisation intégrale. La mémorisation intégrale va consister pour nous, pour l'apprenant, pour l'orateur, à prendre intégralement son test, lire de l'introduction jusqu'au développement, du développement jusqu'à la conclusion, et le mémoriser textuellement. Mémoriser son discours textuellement. Ok? Mémoriser son discours textuellement de sorte à pouvoir le débiter devant un auditoire et de sorte à pouvoir le vivre. D'accord? Cette mémorisation a des avantages et des inconvénients. Ce n'est pas dans toutes les situations, n'est-ce pas, qu'il faut pratiquer cette théorie. Ce n'est pas dans toutes les situations. On peut, lors d'un concours d'art oratoire, par exemple, on vous donne 3 minutes, 4 minutes, vous pouvez pratiquer cette théorie-là. Mais nous allons encore plus développer les circonstances, les situations dans lesquelles il faut pratiquer les théories dans la séance prochaine. Donc aujourd'hui, je vous fais simplement comprendre, n'est-ce pas, la théorie. Parlons maintenant de la mémorisation partielle. Dans la mémorisation partielle, il va sans dire que l'orateur va chercher simplement à mémoriser l'introduction et la conclusion, n'est-ce pas,
de son discours. Concernant le développement, il va lire le développement 9 fois, n'est-ce pas? 3 fois à 6 heures du matin, 3 fois à 18 heures et 3 fois à 23 heures avant d'aller se coucher. Donc ce qui fait 9 fois. Ça va permettre au cerveau de bien emmagasiner un tas de connaissances, de sorte que lorsqu'il sera devant son auditoire, lorsqu'il sera en conférence ou en réunion devant un groupe de personnes et qu'il voudra exhiber et débiter son discours, ceci sera très facile pour lui. Parce qu'après avoir récité de manière vivace l'introduction, il va sans dire qu'on aura les idées plus ou moins sur le développement. On va parler du développement comme si on venait d'inventer, n'est-ce pas, le développement. Et puis enfin, on va débiter la conclusion pour qu'il y ait vraiment un peu plus de cohérence. C'est le principe de la concordancia. Nous allons encore développer les circonstances dans lesquelles il faut utiliser ce type de discours, cette théorie, dans la séance prochaine. Parlons maintenant de la mémorisation par suite. Eh bien, attention. Dans la mémorisation par suite, on ne va pas chercher à mémoriser ni l'introduction, ni le développement, ni la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut chercher à mémoriser? Il faut chercher à mémoriser les grandes lignes. D'accord? Je le reprends. Il faut chercher à mémoriser les grandes lignes de son discours. Énumérer les grandes lignes, les grandes idées. De sorte que lorsqu'on a les grandes idées, le reste, on le lit simplement. Et puis quand on évoque les grandes idées, simplement, on arrive à tout expliciter. Je prends l'exemple, je peux donner l'exemple du droit du travail, par exemple, parce que je suis juriste de formation, encore étudiant juriste, n'est-ce pas? Et je prends un exemple, je prends quel sujet? Dans quelle branche du droit? Ben, prenons le droit du travail, ok? Prenons le droit du travail. En droit du travail, par exemple, quand on va vous parler, n'est-ce pas, des éléments caractéristiques, du caractère, n'est-ce pas, du droit du travail, on va vous poser la question, par exemple, que faut-il? Quels sont les éléments qu'il faut pour qu'on puisse dire que il y a contrat de travail? Ou bien il y a principe, il y a obligation, n'est-ce pas, faite au recruteur de payer un employé. Il faut d'abord que 3 éléments soient réunis. On parle d'abord de la prestation de service ou prestation de travail, on parle du lien de subordination et on parle de la rémunération. Lorsque ces conditions sont réunies, on se dit que bah tiens, nous sommes effectivement en contrat de travail. Mais regardez les grandes idées que je viens de citer. Je n'ai pas donné l'explication du lien de subordination, ni l'explication de la prestation de service, ni l'explication, n'est-ce pas, de la rémunération. Mais à partir du moment où j'ai ces grandes idées-là, je sais comment il faut les développer, n'est-ce pas, dans ma prise de parole en public. Et donc, c'est très important. Alors, plus rapidement, nous parlions également de la prise de parole en public à proprement parler. D'accord? De la prise de parole en public à proprement parler. Nous avions donné la définition de la prise de parole en public comme étant le fait pour une personne, pour un individu de venir devant un auditoire afin d'exposer ses idées suivant un ordre bien logique, suivant une certaine cohérence, tout en livrant un message afin d'atteindre un objectif bien précis. Cette définition, c'est moi qui la donne. Donc, à ce niveau-là, nous avions parlé de plusieurs types de prise de parole en public. Il y a la prise de parole en public en face à face avec quelqu'un. Il y a la prise de parole en public en réunion. Et il y a la prise de parole en public en conférence ou devant un auditoire, comme on le dit en art oratoire, lors d'un concours d'art oratoire, bien sûr. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour la prochaine séance. On va continuer, n'est-ce pas, avec les autres informations qu'il nous faut sur l'art oratoire et la prise de parole en public. Donc, je prie tous les inscrits à être vraiment disposés et disponibles pour qu'on puisse terminer le mois de mars avec satisfaction, parce que déjà les inscriptions pour le mois d'avril ont déjà débuté. Donc, nous n'allons pas faire le cours de mars en avril. Non, le cours d'avril se fera en avril, le cours de mars en mars. Donc, soyez disposés. J'espère que vous allez très bien. J'ai une lourde responsabilité, celle de vous inculquer la magie du verbe. C'était Coach Bayala. Je vous en prie.